Chers téléspectateurs, bonjour, heureux de vous retrouver dans cette dernière émission de l'année 2024 de Vox Hebdo sur Vox TV et sur nos pages Facebook, YouTube et TikTok. Nous sommes ensemble pour décrypter le refus des pays de l'AES du délai de rétractation accordé par la CEDEAO, la grogne des agents de la mairie de Pointe-Noire et la dernière quinzaine gouvernementale de l'année 2024. Sur ce plateau, Guy Blaise Seydou, directeur du groupe Fraternité, Albert Mianzoukuta, directeur des publications du journal La Semaine africaine, et Spline Aaron Mbungu, rédacteur en chef de Radio Rurale Congolaise. Bonjour messieurs. Bonjour. Et bienvenue et bonne année aussi. Merci. Les chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, lors de leur sommet, ont proposé aux pays de l'Alliance des États du Sahel, AS, une période de 6 mois avant de prendre leur décision, soit de quitter ou de rester dans cette alliance. Bien entendu, ces derniers ont refusé de considérer cette opportunité qui leur a été offerte de réfléchir. Et pour eux, ils veulent partir de sitôt. L'Alliance des États du Sahel regroupant le Mali, le Niger et le Burkina Faso a rejeté dimanche le délai de rétraction de 6 mois proposé par la CEDEAO. Ces pays, désormais hors du bloc ouest africain, dénoncent une tentative de déstabilisation orchestrée selon eux par la France et ses alliés régionaux. Le retrait de l'AES, annoncé en janvier, devait entrer en vigueur en janvier 2025. Pourtant, la CEDEAO a prolongé ce délai jusqu'en juillet de la même année, espérant ouvrir une fenêtre de négociation. Dans un communiqué signé par le président malien Assimi Goïta, l'AES qualifie cette extension de manœuvre étrangère visant à compromettre leur souveraineté et freiner leur émancipation. Les 3 États accusent également des puissances étrangères de soutenir des groupes terroristes actifs dans le Sahel et le bassin du lac Tchad. Face à ces tensions, l'AES a placé ses forces en alerte maximale et a appelé ses populations à la vigilance. En toile de fond, le rôle de médiateur du Sénégal et du Togo reste limité, alors que la fracture entre la CEDEAO et l'AES semble de plus en plus irréversible. Bien, nous avons vu que les chefs d'État de l'AES ont publié un communiqué. Alors, Albert, finalement, que redoutent les chefs d'État de l'AES de la décision qui leur a été proposée par les chefs d'État de la CEDEAO? Que redoutent-ils finalement? C'est comme dans toute structure nouvelle. L'AES, c'est un État qui est né d'une sorte de front, de révolte des chefs d'État ou des gouvernements, instances en place au Burkina Faso, au Niger Au Mali. Et au Mali. Donc une espèce de fronde par rapport à l'ordre ancien. Nous sommes actuellement, surtout dans la région de l'Afrique de l'Ouest, il faut reconnaître, dans une espèce de remise en cause de tout ce qui était là en place pour fonder de nouvelles structures, de nouvelles relations, particulièrement avec la France. Et donc, tout se décline aujourd'hui, qu'on le dise ou qu'on le sente en creux, en termes de pro ou anti-français, pro ou anti-colonisation, si on peut dire. Et donc, que redoutent-ils? Comme dans toute structure nouvelle, il s'agit ici de conforter d'abord leur base, de dire nous nous solidifions et ensuite les autres nous craindrons un peu plus. Et les autres, c'est-à-dire la CEDEAO, les États qui sont en place depuis longtemps, se disent aussi que cet exemple risque d'être suivi par d'autres pays et d'autres petits dirigeants. Quand je dis petits, c'est pas pour minimiser en termes de valeur, mais en termes de jeunesse, parce que nous avons plus ou moins entendu que le Sénégal voulait aussi emboîter le pas sur un certain nombre de dispositions, notamment sur les accords militaires avec la France.
Et donc voilà, où s'arrêteront ces jeunes? C'est la question que se posent les anciens présidents qui sont en place. Et donc voilà. Qu'est-ce qui le redoute? Ben, c'est l'éclatement, l'affaiblissement, c'est la non-émergence d'une structure nouvelle, ou c'est la non-affirmation d'une structure qui était mise en place, proclamée qu'elle venait pour conforter la souveraineté des Africains par rapport aux puissances étrangères, et puis voilà. Okay. Guy Blaise, est-ce que la sortie, vous restez dans la CEDEAO, empêcherait finalement la collaboration établie avec la Russie de se mettre en place pour les pays de l'AES? Bon, ben, aujourd'hui, l'alliance des États du Sahel, je crois que les 3 pays qui composent cette confédération, le Mali... Cette alliance, comme ils appellent cette ça. Alliance, d'autres l'appellent confédération, peu importe, ce sont des termes. Et donc, le Mali, le Burkina, plus le Niger, ils ont jugé impérieux de se retirer de la CEDEAO. Mais pourquoi ils ont jugé impérieux de se retirer de la CEDEAO? Je crois que la première des raisons, ils évoquent l'incapacité de la gestion des crises, notamment militaires, au niveau de la CEDEAO. Et puis, en lançant cette alliance, automatiquement, ce sont des réflexions entre ces 3 pays qui est en train de se bâtir, notamment les relations militaires qui, ces 3 pays vont se tourner vers la Russie et la Chine pour qu'ils se militarisent à nouveau. Donc, je crois que au dernier sommet au Nigeria, c'était le 15 décembre, les 3 pays de l'AES maintiennent leur position jusqu'au 29, je crois, janvier, pour quitter. Maintenant, les autres, la CEDEAO a ratifié ce retrait. Il a dit de faire la volonté de ces 3 pays. Entre-temps, il y a eu une sorte de transition que les chefs d'État de la CEDEAO ont mis en place jusqu'en juillet, malgré que les 3 pays ont décidé fin janvier de quitter coûte que coûte, mais eux au moins ils ont dit bon, on leur laisse la marge au moins de 6 mois. Parfois ils peuvent revenir sur leur décision et puis on pourrait régler cette question. Donc je crois qu'aujourd'hui ça c'est un peu compliqué parce que au niveau de la CEDEAO, donc la tâche a été donnée au président sénégalais pour emmener les discussions avec l'AES. Oui, le Sénégalais, voilà. Donc, est-ce qu'ils parlent le même langage avec Tiani, Goïta et autres? Surtout que c'est Goïta qui est à la tête de l'AES. Donc, je crois que la situation se complique. Mais pour les 3, pour eux, la décision est déjà prise. Ils vont partir. Ils vont partir. Et comme a dit le doyen tout à l'heure, partir, oui, mais quelles seront les conséquences? S'il y a d'autres États qui les suivent, en ce moment-là, ça sera plus compliqué au niveau de la CEDEAO. Oui, Spline, les chefs d'État de l'AES, pendant leur réunion, enfin, ils ont proposé une zone de libre-échange. Et prenons en compte aussi les pays de la CEDEAO. Alors, pourquoi ils veulent partir, mais ils veulent maintenir une zone de libre-échange, de la libre circulation entre la CEDEAO? Est-ce que c'est pas quelque chose de contraire par rapport à leur volonté de quitter la CEDEAO? Non, je ne crois pas que ça soit quelque chose de contraire. Parce que même dans les temps où il y a eu l'Est et l'Ouest en guerre, pendant la guerre froide, il y a eu quand même des relations économiques. Je prends l'exemple de notre pays, le Congo. Nous étions alignés derrière Moscou, mais n'empêchait qu'on garde l'aspect économique avec la France et avec les autres. Donc, normalement, du côté économique, ça devait être sacré, mais c'est l'autre côté. Mais c'est que surtout les autres ne comprennent pas. C'est qu'il y a une décomposition aujourd'hui des grands ensembles. Et cette décomposition explique le nouvel ordre mondial qui est en train de s'imposer. Et c'est là-dedans que chacun de nous, chacun des pays, doit trouver son compte sur le plan économique. Parce que ceux-là qui pensent
que économiquement, il n'y a que le Burkina Faso, il n'y a que le Mali, il n'y a que le Niger qui ont besoin d'eux. Je crois que c'est une grave erreur parce que lorsque vous prenez les économies de ces trois États-là, je prends le Niger, c'est un grand fournisseur, par exemple, en matière d'uranium, en matière de pétrole. Vous avez le Bénin qui est encore dans cette affaire de CEDEAO. Mais le Niger fournit du pétrole. Et je sais que, je ne sais pas si vous êtes au courant que dans quelques semaines, dans quelques mois, le Mali va abriter la plus grande raffinerie de pétrole qui sera construite par les Russes. Alors, est-ce que ces pays qui pensent que le Niger, le Burkina Faso devraient reconsidérer leur position parce que il y a que eux qui ont besoin d'eux sur le plan économique, il y a le pétrole du Mali. Donc, voilà, je ne crois pas que ça soit cela, mais on est en face de deux élèves, comme à l'école. Il y a un élève qui comprend les choses facilement et il y a un autre qui comprend difficilement et il faut expliquer longtemps. C'est le cas de la CEDEAO qui ne comprend pas que le monde est en train de recomposer. Et c'est là où je suis très content que Albert ait utilisé le mot émergence. Il y a émergence, une émergence africaine et il y a une émergence quelque part, la Russie, la Chine, la Turquie et certainement l'Iran. Ok, oui. Oui, à rappeler aussi très rapidement que cette situation est née d'abord de la volonté un tout petit peu hésitante de la CEDEAO à imposer des sanctions aux pays qui avaient justement accueilli les coups d'État. Et vous savez, pendant plus d'1 an, il a été question même d'intervenir militairement pour ramener à l'ordre ces trois pays. Le Nigeria notamment voulait bien prendre la tête d'une cohorte qui irait mater les Nigériens, les Burkinabés, pour les ramener dans l'ordre. Et puis alors on a assisté petit à petit à une décroissance de cette détermination au point que aujourd'hui on se demande si d'ailleurs les peuples de l'espace CEDEAO ne sont pas plus en faveur des États de l'AES que des vieux croutons, si l'on peut dire, qui eux sont pour la démocratie, c'est une voix, un vote, et puis donc voilà, et puis mise en place des choses. Quand les peuples disent toutes ces structures, bien, mais elles ne nous donnent rien à manger, rien dans l'espace que nous souhaitons. Et puis voilà, donc il n'y a pas eu de sanctions, il n'y a pas eu d'affirmation de la CEDEAO. Et les autres en ont profité pour monter en grade. Ok. Oui, malheureusement, nous sommes gagnés, nous sommes pressés par le temps. Nous devons passer à notre deuxième sujet sur la grogne des agents de la mairie de Pointe-Noire. Des images, on pourrait dire honteuses, parce que un responsable d'une administration en train d'être hué pendant qu'elle monte dans sa voiture, c'est de la part de ses agents. Comment peut-on qualifier ces genres de spectacles, Guy Blaise, quand on regarde? Est-ce que peut-on dire que l'administrateur, enfin, la maire de Pointe-Noire est-elle responsable de tous les malheurs que connaissent les agents de la mairie? C'est le système. Un vote en faveur de la pointe d'oreille. Je crois que la même situation, c'est ici à Brazzaville, à Pointe-Noire. Mais ce qui se passe pour le moment à Pointe-Noire, c'est comme vous l'avez dit, ce sont des images honteuses. Et puis c'est la honte.
capitale économique, la mairie, les agents sont en train de hurler sur le chef. Le chef est sacré. Dans le coutume bantou, le chef est sacré. Mais quand on commence à désacraliser le chef, ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir. Elle est accusée d'avoir volé l'argent les agents municipaux, mais de son côté, elle n'accepte pas aussi. Mais nous savons tous que cette affaire-là est liée à la réalité que le pays est en train de vivre aujourd'hui. Nous sommes en crise, il y a un problème de fond. Mais tout ce qui se passe, je l'ai dit, c'est la capitale économique. Au moins, la mairie a de quoi mettre dans la caisse au quotidien, c'est-à-dire les marchés autres. Si même aujourd'hui, l'État n'arrive pas à investir, sinon à venir en aide à la municipalité de Pointe-Noire, je crois bien, avec des propres stratégies de la municipalité de Pointe-Noire, au moins on pouvait sauver les meubles. Si on devait 2 à 3 mois, on dit, bon, nous, aussi on prend la charge. C'est comme dans toutes les mairies je cite, là, voilà. Donc, ils pouvaient avoir cette stratégie. Bon, comme aujourd'hui, le tout vient ici, de Brazzaville, la capitale politique. Donc, toutes les décisions partent d'ici. Investissement au niveau de la municipalité de Pointe-Noire, c'est Brazzaville. Donc, tout ce qui rentre là-bas, c'est dilapidé par ces mêmes agents aussi qui accusent la mairesse de Pointe-Noire. Je crois que les autorités doivent prendre cela à bras le corps. Ça fait même pas 2 mois, si ma mémoire ne me trahit pas, que le ministre délégué s'est rendu à Pointe-Noire. Il s'est entretenu avec toujours dans cette tourmente des grèves. Mais ça n'a pas fini. Nous sommes en fin d'année. Imagine-toi que le voisin est en train de manger le mouton et que toi tu es là, tu es en train d'assister. Mais c'est là on dit devant ta famille la pointe d'oreille. Donc je crois que aux autorités habilitées de chercher à prendre la situation à bras le corps pour que avant même la date du 1er, que nos frères puissent avoir au moins du mouton à manger. Sinon la situation est coriace. Et Albert, est-ce que l'autorité peut-elle faire, disons, exprès de ne pas prendre en charge, ou prendre à bras le corps les problèmes de ces agents? Est-ce qu'elle en a les moyens? Ah oui, très certainement. Et elle en a toujours les moyens. Je veux dire, c'est une autorité, c'est une administration. Pointe-Noire, ça n'est quand même pas un petit village, c'est la 2e ville du pays, c'est le poumon économique de notre manière de structurer les choses. Et donc, les moyens existent très certainement. Qu'elle ne les ait pas encore pour le moment, ça on peut aussi comprendre. Je veux dire, elle ne fait pas exprès de ne pas payer. En tout cas pas à la hauteur des attentes des agents municipaux, puisque, comme nous l'avons dit, ça n'est pas la première mairie qui suffoque aujourd'hui en temps de disette. Nous avons vu les mêmes spectacles ici et là se répéter. Donc oui, mais quels sont les moyens? Le problème c'est cela aussi. Le problème c'est que en temps de crise, par moment, les agents attendent de l'administration des solutions un peu d'invention pour atténuer le problème, atténuer la douleur de ce qui devrait être. Oui, c'est aussi un dialoguer en permanence pour un peu entretenir, rassurer. Oui, sans doute, mais le dialogue ne se fera pas si vous huez sur Madame le maire qui monte dans sa voiture en disant 2 ans de vol, je sais pas, ça suffit. Donc, bon, il y a cette situation, mais on l'a dit, la foule ne raisonne pas, ça c'est en matière de communication, donc les spécialistes le savent. La foule ne raisonne pas. Elle n'a pas un cerveau, disons, pour dire, voilà, ça nous pouvons nous l'interdire, ça nous pouvons quand même nous permettre. Donc il y a ça. Madame le maire est-elle coupable de quelque chose? Nous savons comment fonctionnent nos administrations. C'est sûr que elle ne serre pas la ceinture. Autant que le chauffeur de la mairie qui attend son dû depuis, je sais pas, 2 ans, 3 ans, ou un peu moins. Donc ça, c'est vrai. Quels sont les moyens? Ben, il faut voir. Quand nous regardons les images de Pointe-Noire,
nous sommes frappés par la difficulté évidente. Le Premier ministre était là il n'y a pas longtemps, nous l'avons vu en cortège, naviguant pratiquement sous les eaux de ruissellement, donc dans sa voiture, passant dans des rues qui étaient inondées, et ça aussi c'est un signe de quelque chose, une voirie qui ne fonctionne pas. À Brazzaville, ce sont les ordures, à Pointe-Noire, ce sont les encombrements, les ruissellements des eaux pluviales, et donc ça on peut aussi noter. Alors que la situation devienne une situation un peu plus grave pour que les autorités interviennent, ça aussi, ça s'est vu. On n'accuse pas forcément les autorités pour la ville de Pointe-Noire de jouer le pourrissement, mais nous ne pouvons pas tellement tout écarter, quoi. Oui, Spleen, nous l'avons dit, la situation est difficile pour presque toutes les mairies. Pourquoi Pointe-Noire devient comme une particularité? Est-ce que peut-on dire que Madame la maire, le maire est venu là au mauvais moment, finalement? Non, on ne peut pas dire qu'elle est venue au mauvais moment, mais c'est qu'elle est quelque chose dans cette crise. Tout à l'heure, Guy Blaise a dit que c'est le système. Et ce système-là est fait de quoi? Comment il fonctionne? C'est un système qui veut absolument satisfaire tout le monde. 1 an, 2 ans, après 5 ans, on remplace. Parce que cette ville de Pointe-Noire, elle était bien gérée par Viodo. Lorsque Viodo était maire de la ville de Pointe-Noire, il n'y avait pas tous ces problèmes. Que ça soit le problème des salaires, des agents municipaux, et que ça soit le problème de l'assainissement de la ville de Pointe-Noire. Quand vous y allez à l'époque, puisqu'il y a détérioration aujourd'hui, il y avait pavoisement un peu partout. Et ça, c'était signé Viodo. Mais nous savons qu'ailleurs, un maire peut passer 20 ans, 30 ans. Mais qu'est-ce que a fait que Viodo soit relevé, qui faisait bien? Parce que normalement, pour relever quelqu'un, il faut qu'on constate quand même qu'il y a quelque chose, il y a un acte dans le mauvais sens qui a été posé et on relève Viodo et la suite des maires, que ça soit le maire Kando, ses prestations n'étaient pas aussi bonnes, mais les meilleures prestations, c'est celle de Viodo. Et cette mère qui arrive et qui fait honte, vous voyez, vous avez même commencé par là, des images qui font honte. Mais c'est plus que la honte parce que cette mère-là porte le nom de quelqu'un de cher dans cette république. C'est un des pères fondateurs de notre république, Tchétchène. Et je crois que c'est sa fille ou alors c'est une descendante de Tchétchène. Donc, cette mère qui veut... parce que vous voyez, il y a carrément... tout est dit, hein. Il y a détournement d'argent et on ne paye pas. Si on ne paye pas, c'est parce qu'il y a eu détournement quelque part. Mais vous savez que parmi les manifestants, parmi les agents, il y a ceux qui sont dans les guichets, sur les guichets, dans les guichets. Voilà. Perçoivent. Voilà, qui perçoivent. Voilà. Les taxes. Donc, voilà. Donc, ils savent ce que perçoit par mois la mairie et les dépenses. Et ces dépenses-là sont effectuées où et comment, par qui? Vous rappelez que il y a quelque temps, au CHU, c'est le directeur général qui a fait une opération, encore qu'il y avait une semaine, il avait avoué à un de ses agents qu'il n'y avait pas d'argent et qu'il n'était pas à mesure de lui donner ne serait-ce que 100 000 francs pour aller payer une caution
d'une maison puisqu'il venait d'être éjecté de. Donc, quand les gens parlent, il y a des comptables qui parlent. Donc, ils savent que la mairie fait de grosses recettes. Et je crois que si vous pouvez vous renseigner, j'y vais souvent à Pointe-Noire, c'est parmi les mairies qui font des bonnes recettes. Et puis, c'est la ville économique. Ça veut dire que les grandes sociétés, même si aujourd'hui, beaucoup de sociétés n'existent oui, plus. donc on pourrait dire que la situation qui prévaut à Pointe-Noire ne devrait pas être. Ne devrait pas exister. À mon avis, ne devait pas. Parce que les ressources sont... Les ressources existent quand vous prenez la grande société, les grandes sociétés pétrolières. Pensez qu'il n'y a pas un cahier de charge. Si, il y a un cahier de charge. Il y a un cahier de charge. Oui, oui, je crois toujours la situation de Pointe-Noire. Je crois bien savoir que les grèves ont commencé depuis un moment. C'est-à-dire, Brazzaville en souffre, Pointe-Noire, Dolisie, Ouesso. Mais pourquoi cette particularité de ces derniers jours de l'année où la chose s'intensifie à Pointe-Noire? Parce que, je reviens sur le mot système, parce que nous savons qu'à Brazzaville, les recettes, c'est la recette municipale où est injecté tout ce que la mairie perçoit, et puis bon, on envoie au trésor public, et puis voilà. Je crois bien savoir que il y a un petit souci, bon, qui ne dit pas son nom, mais le chef du village de Bois-Javel le diable, hein, la mairesse de Pointe-Noire aujourd'hui est vraiment confrontée à une situation difficile qui nécessite à ce que les autorités qui gèrent ce département, je crois bien, puissent descendre sur place, parce que ce que nous voyons sur image, ça c'est des images, mais en face comme ça, on ne sait pas s'ils peuvent même arriver à lui tenir sur le corps. Ça ne sera pas bien pour un chef. Et c'est la crise. Oui, rapidement, avant de conclure sur ce sujet. C'est ça. Oui, c'est ça. Je dis, la situation est aggravée aussi par le fait, la perception. Vous savez, dans ce genre de tension sociale, il y a ce qui est, il y a ce qu'est la vérité, et il y a ce que les gens perçoivent ou pensent ou croient être la vérité. Ouais. Et donc, là-dedans, la différence entre le perçu, la situation de perception et la réalité, qui c'est qui va mener une enquête pour nous dire quelle est la vérité des chiffres, mais on a l'impression que Pointe-Noire étant une ville riche, eh ben, ses employés ne devraient pas souffrir la misère de cette manière. Je crois que c'est plutôt ce contraste-là qui fait que la situation, comme vous dites, au cours de ces dernières semaines, se soit aggravée, soit compliquée. Sinon, Ouesso, Ifondo, Nkaï, ont toutes leurs problèmes, leurs difficultés aussi de gestion de mairie, mais bon, voilà. Ok, merci pour vos éclairages. Nous pensons que les autorités du pays sont mieux outillées pour régler. Et s'il s'agit de faire une descente, je crois qu'elles pourront bien faire une descente là-bas pour aller régler ce qui se passe vraiment à Pointe-Noire. Nous allons observer une pause. Nous allons nous retrouver tout à l'heure.